Des rapports provenant de multiples analyses spécialisés en défense, décrivent une campagne aérienne en rapide escalade, impliquant des vagues successives de déploiement de bombardiers stratégiques américains opérant dans un environnement opérationnel hautement contesté et complexe. Selon ces comptes rendus, l'opération aurait débuté par l'introduction de bombardiers furtifs B-2 Spirit. Ces appareils sont décrits comme ayant été utilisés lors de la phase initiale pour mener des frappes extrêmement précises sur des nœuds d'infrastructure à haute valeur ajoutée, en particulier ceux liés au système de coordination du commandement et de contrôle opérationnel. L'objectif, tel que souligné par les analystes, était de perturber des réseaux critiques tout en minimisant l'exposition grâce aux capacités de pénétration furtive. Lors de cette étape initiale, l'accent a été mis sur la précision et la dissimulation plutôt que sur le volume. La TUI, plateforme B-2, de par sa conception, est adaptée aux missions de pénétration profonde dans des environnements fortement défendus. Et les rapports suggèrent qu'elle a été utilisée pour cibler des systèmes constituant l'épine dorsale de la coordination opérationnelle. Par la suite, les rapports indiquent que des formations de bombardiers B-52 ont été déployées lors d'une phase suivante. Contrairement aux opérations orientées furtivité du B-2, les déploiements du B-52 sont décrits comme délivrant des charges conventionnelles plus lourdes et plus étendues. Les analystes qualifient cette phase de passage à une pression opérationnelle plus large, étendant la portée des engagements au-delà de cibles de précision isolées, pour inclure des schémas de frappe répartis sur plusieurs zones. Cette transition est souvent présentée comme un passage de la perturbation à la pression soutenue, les B-52 appliquant des charges plus importantes sur des zones plus vastes afin de renforcer les effets précédents sur les infrastructures et les réseaux logistiques. La phase suivante rapportée a impliqué le déploiement de bombardiers B-1 lancés que les analystes décrivent comme des plateformes de frappe à haute capacité et longue portée. Dans ce contexte, le B-1 n'est pas considéré comme un appareil furtif de pénétration, mais plutôt comme un vecteur polyvalent capable de transporter d'importantes quantités d'armement sur de longues distances. Certains rapports indiquent que ces missions nécessitaient des vols d'une durée extrêmement longue, dépassant parfois 30 heures en continu. Ces sorties auraient été soutenues par des opérations de ravitaillement en vol le long des corridors atlantiques et méditerranéens, permettant aux avions de maintenir une portée mondiale sans dépendre systématiquement de bases avancées. Un facteur logistique clé souligné dans ces analyses concerne l'accès aux bases aériennes régionales. Certaines restrictions sur les sites de déploiement avancés auraient initialement limité la flexibilité opérationnelle, augmentant la dépendance au ravitaillement en vol et à des routes transocéaniques soigneusement planifiées. Malgré ces contraintes, les missions auraient été réalisées avec succès selon les comptes rendus disponibles. Dans le cadre opérationnel plus large, les déploiements du B-1 sont décrits comme faisant partie d'une stratégie de frappe en couche. Dans ce modèle, différentes plateformes de bombardiers remplissent des rôles distincts mais complémentaires. Les avions furtifs initient la perturbation, les bombardiers lourds étendent la couverture des frappes et les plateformes longue portée maintiennent la pression par la livraison de charges importantes. Certaines publications spécialisées mentionnées dans ces rapports estiment qu'un grand nombre de cibles ont été engagées dans les phases initiales de la campagne, notamment des infrastructures liées aux missiles et des installations de commandement et contrôle, C2. Ces nœuds C2 sont systématiquement identifiés comme essentiels à la coordination des activités militaires sur les forces aériennes, terrestres et missilières. Les analystes insistent sur le fait que la dégradation des systèmes C
2. Réduit considérablement la capacité de toute structure militaire à coordonner ses opérations, gérer ses ressources et maintenir une conscience situationnelle en temps réel sur plusieurs domaines. La capacité de charge utile de la plateforme B1 est fréquemment soulignée dans ces discussions. Selon la configuration, l'avion peut transporter une large gamme de munitions conventionnelles, y compris des systèmes guidés de précision tels que les JDAM et des missiles à longue portée de type stand-off. Dans de nombreuses évaluations, l'utilisation d'armes stand-off est considérée comme la méthode la plus probable, permettant aux appareils d'atteindre des cibles depuis l'extérieur d'espaces aériens fortement défendus. Cette approche réduit l'exposition au système de défense aérienne intégré tout en maintenant une efficacité de frappe significative. Plutôt que de pénétrer profondément dans des zones contestées, les avions peuvent larguer des munitions ou lancer des missiles à partir de distances étendues en s'appuyant sur des systèmes de guidage embarqués pour l'acquisition des cibles et l'impact. Les avions de soutien, en particulier les ravitailleurs aériens, sont décrits comme jouant un rôle critique de facilitation. Ces plateformes prolongent l'endurance et la portée des formations de bombardiers, permettant des opérations continues sur des distances intercontinentales et soutenant des missions aller-retour sans nécessité de droit d'atterrissage immédiat dans la région. Dans le récit global présenté par les analystes, les frappes répétées sur les infrastructures de missiles et les systèmes de commandement associés réduiraient progressivement la fréquence et l'ampleur des lancements de missiles. Ceci est attribué à la fois à la dégradation physique des installations de lancement et à la perturbation des réseaux de coordination. Cependant, de nombreux rapports mettent en garde contre le fait que les chiffres précis et les évaluations basées sur des pourcentages varient considérablement selon les sources et doivent être interprétées avec prudence, les méthodologies et les bases de renseignement n'étant pas toujours transparentes. Le modèle opérationnel global décrit dans ces analyses est souvent qualifié de campagne aérienne en couche. Dans cette structure, des vagues successives d'avions contribuent à des effets cumulatifs. Les plateformes furtives initient la pénétration et la perturbation. Les bombardiers lourds étendent la couverture des frappes et les systèmes longue portée maintiennent la pression opérationnelle dans le temps. Cette approche en couche est conçue pour réduire systématiquement l'efficacité des systèmes défensifs et offensifs par étapes, plutôt que de compter sur un engagement décisif unique. Les phases ultérieures du scénario rapporté suggèrent une présence continue de bombardiers, soutenue par un accès évolutif aux bases régionales et aux infrastructures de ravitaillement. Les analystes notent qu'une plus grande flexibilité de basing peut significativement augmenter les taux de sortie et réduire les délais opérationnels, augmentant ainsi la pression soutenue. Les observateurs stratégiques mettent également en lumière les dimensions psychologiques et logistiques des opérations aériennes prolongées. L'activité aérienne continue oblige les forces adverses à disperser leurs moyens, à déplacer fréquemment leurs infrastructures et à opérer dans une incertitude permanente quant au calendrier et à l'ampleur des engagements futurs. En conclusion, bien que l'ampleur exacte et les résultats décrits varient selon les sources, le tableau général présenté est celui d'une opération aérienne structurée et progressive, conçue pour dégrader les infrastructures, perturber les systèmes de coordination et maintenir une pression stratégique continue dans le temps. Et si vous avez trouvé cette analyse intéressante, restez à l'écoute et abonnez-vous pour recevoir des mises à jour claires, neutres et approfondies sur l'évolution des développements de la défense mondiale à mesure que de nouveaux rapports continuent d'émerger.